Voici Nida, un jeune homme vivant dans un immeuble luxueux. Un soir, alors qu'il sirotait un verre de vin, soudain quelque chose comme un œuf lui tomba sur la tête. Il ne savait pas ce que c'était, mais il avait un visage, alors il décida de l'ignorer et d'aller dormir. Le lendemain matin, Nida commença une nouvelle journée en se sentant très reposé. Juste au moment où il finissait de se préparer, il vit que la chose de la nuit dernière était toujours là. Le visage voulait qu'il appuie sur un bouton à l'arrière pour la libérer. Il le retourna à contre-cœur et appuya sur le bouton, et soudain une fille apparut juste devant lui. Elle demanda des vêtements, mais il pensa qu'elle était exigeante, alors elle contrôla et brisa ses biens précieux et coûteux. Ce n'était pas une enfant, mais Ina. Il abandonna et lui donna des vêtements. Il voulait qu'elle l'aide à nettoyer ce désordre brisé. Il mentionna la valeur des objets, alors elle utilisa à contre-cœur ses pouvoirs psychiques pour tout nettoyer en une seule fois. Mais il se plaignit à nouveau parce qu'elle jeta les objets non combustibles dans la poubelle combustible. Il réalisa qu'elle pouvait l'éliminer si elle le voulait. Il devait demander d'où elle venait. Mais elle ne pouvait pas le dire. Lorsqu'on lui posa des questions sur ses pouvoirs, elle ne put pas non plus le dire. Il voulait qu'elle parte, mais elle n'avait nulle part où aller. Lorsqu'il se plaignit à nouveau, elle était sur le point de faire disparaître son précieux tableau, alors il dut céder. Cette nuit-là, il dut nourrir Ina, lui sécher les cheveux après le bain et lui donner un endroit où dormir. Nita réalisa qu'il était comme une baby-sitter pour Ina. Le lendemain matin, il dut emmener Nita faire du shopping. Elle choisit tous les articles coûteux, des animaux en peluche aux tasses en passant par les vêtements. Elle a acheté pour près d'1 million de yens de l'argent de Nita, et même manger dans un restaurant de sushi haut de gamme coûtait au moins 1 million. En regardant les nouvelles à la télévision, quand ils rentrèrent à la maison, Ina voulut soudainement aller à l'école. Il était sur le point de ne pas être d'accord quand elle le menaça à nouveau, alors il promit de la laisser aller à l'école mais dut établir des règles. Tout d'abord, elle n'avait pas le droit d'utiliser ses pouvoirs de manière imprudente pour éviter que les gens ne le découvrent. Ina, vivant dans ce nouveau monde, trouvait cela étrange car cet endroit ne la forçait pas à se battre. Elle s'endormit plus tard et jeta l'animal en peluche, ce qui fit se demander à Nita pourquoi elle avait dit plus tôt qu'elle ne pouvait pas dormir sans lui. Le lendemain matin, Ina fut emmenée à l'école et dut utiliser le nom de famille Nita. Ainsi, lorsque le professeur appela Nita, elle pensa qu'ils appelaient son tuteur. Ce n'est que lorsqu'elle se souvint des paroles de Nita qu'elle réalisa. Nita était à ce moment-là chez le patron. Le patron discutait de questions de territoire et remarqua que Nita semblait perdue dans ses pensées. Il pensait que Nita était préoccupée par les affaires. Mais il était en fait inquiet pour Ina. À l'école, Ina dormait directement de la première heure jusqu'à midi. Sa camarade de classe la réveillait et essuyait sa bave. Le soir, Ina avait pratiqué le yoga et s'apprêtait à utiliser ses pouvoirs pour aller chercher de l'eau lorsqu'elle se souvint de sa promesse à Nita. Mais quand Nita rentra à la maison, il vit qu'elle avait fait flotter toute la maison. Elle devait utiliser ses pouvoirs sinon elle perdrait le contrôle. Et elle aurait dû le lui dire plus tôt. Avoir toute la maison détruite laissait Nida pas d'humeur à préparer le dîner. Il vit une carte de visite et se rappela qu'aujourd'hui le patron lui avait demandé de trouver des ouvriers pour construire un hôtel sur la montagne. Comme les entrepreneurs ne pouvaient pas signer de contrat avec l'entreprise de construction, ils lui demandèrent de trouver quelqu'un, à condition qu'il soit bon marché. Il décida donc d'emmener Ina à la montagne et de la laisser utiliser ses pouvoirs pour soulever les arbres. Elle s'en sortit plutôt bien et les disposa même en tas et en pelle l'écorce d'un seul coup. Après avoir fini le travail, il était sur le point de partir quand il entendit soudainement que le patron avait été abattu. Lorsqu'il revint pour rencontrer le frère aîné, Nita fut grondée parce que le patron avait des ennuis pendant qu'il s'amusait avec Ina. Le frère aîné a assigné Nita pour s'occuper de ceux qui avaient tiré sur le patron. Nita n'avait pas d'autre choix que de prendre une arme et de partir. Quand il est arrivé, Nita savait que sa vie de Yakuza était terminée. Soudain, Ina l'a suivi et elle savait que les gens à l'intérieur étaient des ennemis. Elle avait reçu l'ordre d'éliminer tous les ennemis. Elle voulait que Nita lui donne des ordres, mais il a refusé, lui faisant comprendre qu'il n'était pas comme les autres adultes. Elle ne pouvait pas agir sans ordre, mais il refusait de lui donner des ordres, alors elle aimait vraiment rester avec Nita. Elle est entrée seule dans le gang ennemi des Yakuza et a jeté tous les gars à l'intérieur pour que Nita les voie. Elle a finalement amené le patron à Nita, et il fut plus tard félicité par le frère aîné pour avoir vaincu tout le gang à lui tout seul. Le frère aîné décida de le considérer comme le plus fort du gang. Nida décida de rembourser Ina. Elle voulait manger des œufs de poisson, alors il l'emmena manger. Il ne savait pas d'où elle venait et ne voulait pas le savoir, mais si elle vivait avec lui, elle serait payée pour son travail. Le lendemain matin, pendant qu'elle prenait son petit déjeuner,
Nida se plaignit de quelque chose concernant la nourriture. Il avait l'impression qu'elle mangeait trop de nourriture chère et qu'elle était exigeante. Elle plia son couteau pour le menacer. Ce soir-là, lorsque Nita sortit du bain, il vit la balle qu'Ina avait laissée tomber. Il la ramassa donc pour l'examiner et se retrouva enveloppée dans cet œuf de fer. Il demanda de l'aide à Ina, mais elle refusa et alla dans sa chambre. Il lutta de 23h à 5h du matin et ne put toujours pas s'échapper. Ina ne se réveilla qu'à ce moment-là et il dut la supplier de l'aider avant de pouvoir préparer le petit déjeuner. Alors elle le retourna à contre-cœur et appuya sur le bouton. Pendant ce temps, une autre fille au super pouvoir avait également été envoyée ici, mais elle tomba à mi-chemin et fut retrouvée par un gang de course. Il voulait qu'elle s'écarte, mais elle les trouva trop bruyants, alors elle fit bouillir tout le gang et prit leurs vêtements. Elle est venue ici pour trouver Ina. Le lendemain matin, Nita entendit parler de l'incident où tout le gang de course avait été bouilli la nuit dernière. En entendant que c'était fait par une fille, Nita soupçonna Ina, mais il était clair que Ina était avec lui la nuit dernière. Lui et ses subordonnés sortirent pour manger et virent une fille portant des vêtements de ce gang de course. Nita ressentit un malaise familier. Il s'assit avec elle, mais la fille finit de manger et ne paya pas, alors Nita paya pour elle. Après avoir commandé des nouilles, Nita ne mangea pas mais les donna à son subordonné, tandis qu'il suivait la fille de plus tôt. Dans le parc, Nita se cachait derrière cette fille quand elle fut confrontée aux membres du gang de la nuit dernière, alors elle les jeta au loin. Il n'osa pas montrer son visage, et quand il entendit qu'elle cherchait Ina, Nita pensa, oh merde. Ce soir-là, Ina se plaignit d'avoir faim, tandis que Nita n'osa pas du tout s'impliquer avec cette autre fille. En quelques jours seulement, cette petite fille avait causé tellement de vols et de bagarres que les gens avaient dû demander au gang de Nita d'intervenir. Il savait que cela pourrait nécessiter l'implication d'Ina. Il se demanda si Ina était tombée dans la ville au lieu de sa maison. Cette ville était peut-être en plein chaos, et peut-être avait-il sauvé ce monde une fois. Il demanda à ses subordonnés de rechercher cette fille blonde, qui se souvenait maintenant de sa tâche de retrouver Ina, mais ne savait toujours pas par où commencer car elle avait maintenant besoin de trouver de la nourriture pour survivre. Lorsqu'il apprit que quelqu'un l'avait trouvé, Nida fit se retirer ses subordonnés et le laissa s'en occuper. Alors que la fille blonde était sur le point de partir à sa recherche, Nida amena Ina à elle. Nous apprenons que le nom de cette fille est Anzu, et qu'elle a été envoyée ici pour donner une leçon à Ina. Mais Nida les arrêta toutes les deux, craignant qu'elles ne détruisent toute la ville. Il voulait qu'elles rivalisent, et il utilisa de la nourriture pour attirer Ina afin qu'elle force Anzu à concourir. Elle jouait à pierre-papier-ciseaux et à pointer. Toutes deux étaient autorisées à utiliser leur pouvoir pour forcer l'autre à regarder dans la direction qu'elles indiquaient. Suivant le signal de Nita, elles s'avancèrent et jouèrent à pierre-papier-ciseaux. Ina perdit le premier tour, alors Anzu lui tira le visage vers le bas, mais Ina ne bougea toujours pas son visage. Au deuxième tour, Anzu essaya encore de faire lever les yeux de Ina mais échoua. Ainsi, au troisième tour, Ina fit se tourner Anzu sur le côté jusqu'à ce que son cou se brise presque. Acceptant la défaite, Anzu prit une poignée de cheveux de Ina pour les reprendre et faire semblant qu'Ina était morte. Ina voulait qu'Anzu reste et joue un moment pour qu'elle puisse comprendre à quel point cet endroit était génial. Ils se rendirent donc tous les deux chez Nita pour jouer à des jeux, manger de la nourriture cuisinée par Nita et dormir ensemble. Nita prit les vêtements à laver et le lendemain, Anzu décida de partir et ne pourrait plus revoir Ina. Soudain, alors qu'elle se préparait à partir, Anzu remarqua que sa balle rouge avait été trempée dans l'eau et ne fonctionnait plus. Elle ne pouvait plus retourner chez Nida car elle avait déjà dit au revoir à Ina. Et une fois de plus, Anzu devint sans abri. Nida commença alors à flirter avec une barmaid là-bas. Mais elle se comporta différemment qu'avant car Ina le suivait. Il se rendit dans une boîte de nuit pour s'amuser et certaines filles lui parlèrent de rumeurs selon lesquelles il était récemment moins promiscuité parce qu'il avait une fille. Les gens avaient entendu dire qu'il avait dépensé des millions de yens pour sa fille. Afin qu'il puisse voir combien il l'aimait, Nida rentra chez lui déprimé. Il savait que tout était à cause d'Ina, alors quand elle demanda à manger, il sortit des conserves et alla prendre un bain. Son attitude était un peu rude, mais Ina trouva la nourriture en conserve assez savoureuse. Il décida d'être résolu à partir de maintenant. Alors ce soir-là, il sortit pour faire la fête. Les jours suivants furent les mêmes. Il ne laissa que du poisson en conserve à Ina pendant qu'il sortait pour faire la fête et s'amuser. Ina n'en pouvait plus et décida de le suivre. Peu importe la distance que Nita avait parcourue, dès qu'il atteignit la gare, il vit Ina là-bas. Il abandonna l'idée de prendre le train et partit. Le lendemain à l'école, Ina se plaignit à son amie que Nita sortait toujours ces derniers temps et la laissait à la maison. Alors elle et son amie décidèrent de suivre Nita. Ils le suivirent dans une rue pleine de tentations,
Puis Nita fut attirée par la nourriture, ce qui leur fit perdre de vue. Ils se rendirent chez le barman pour voir, mais ni elle ni Nida n'étaient là. Ina quitta son ami et alla trouver le barman. Un client arriva et pensa que l'ami de Ina était une nouvelle employée, et quand il entendit qu'elle ne savait pas préparer des boissons, il lui montra comment faire. Pendant ce temps, Ina rencontra le barman qui revenait des courses. Nida arriva également et vit un autre barman, pensant qu'il s'était trompé de bar. L'ami de Ina pensait qu'il était le père de Nida, mais il le nia. Il vit que ce client semblait avoir gagné aux courses de chevaux, alors il offrit une tournée à Nita. Ina raconta au barman qu'elle avait été laissée pour compte, et le barman lui conseilla d'en parler à Nita, en lui disant comment il pourrait la comprendre et la faire plaisir si elle ne parlait pas. Lorsqu'ils retournèrent au bar, ils virent des clients se faire servir par l'ami de Ina. Les clients pensaient tous qu'elle était une nouvelle recrue et lui avaient déjà appris à préparer des boissons. Ina dit directement à Nita qu'elle voulait aussi aller dans les bars avec lui. Tout le monde était d'accord, alors tout le groupe se rendit dans un bar. Au bar, tout le monde construisit une tour à champagne. Nita demanda à quelqu'un de l'installer et laissa Ina utiliser ses pouvoirs pour verser le champagne, puisque tout le monde était sous de toute façon. L'ami d'Ina ne savait pas pourquoi elle était là, et sa mère l'appela pour lui demander de rentrer immédiatement à la maison. Le lendemain matin, Nita se réveilla à la maison avec une facture 3 fois supérieure à celle qu'il avait dépensée pour acheter des choses pour Ina. Ina était heureuse et voulait y retourner. Mais il lui rappela qu'il devrait manger frugalement pendant un certain temps. Nous retrouvons Anzu, toujours sans abri et obligé de voler pour survivre. Le barman et d'autres durent la poursuivre, et elle ne put pas utiliser ses pouvoirs de peur qu'Ina ne la découvre. Mais un oncle sans abri lui montra une voie de sortie. Il emmena Anzu chez lui et lui donna de la nourriture et un abri temporaire. Il lui conseilla de ne plus voler et lui dit qu'il y avait d'autres moyens d'obtenir de la nourriture. Anzu voulait connaître ces autres moyens, alors il lui montra comment collecter des canettes ou trouver de la monnaie dans les distributeurs automatiques. Ils passèrent une journée entière à collecter des canettes et à la fin de la journée, épuisés, ils arrivèrent chez l'acheteur de ferraille. Mais après une journée entière, ils n'avaient gagné que 700 yens. L'oncle lui conseilla d'acheter de l'alcool pour tout le monde afin qu'il l'accepte, car les sans-abri s'entraident souvent. Anzu acheta de l'alcool, et bien qu'il ne l'ait pas accepté au début, ils burent quand même. Il voulait qu'Anzu chante, mais elle cria en retour parce que c'était son alcool. L'oncle lui dit gentiment de chanter si elle connaissait des chansons, alors elle chanta la seule chanson qu'elle connaissait, et même si elle n'était pas bonne. Les sans-abri l'ont acceptée parce qu'elle leur rappelait leur petite fille. Le lendemain matin, alors qu'elle fouillait dans les poubelles, Anzu a rencontré Nida par hasard. Voyant qu'elle était toujours là et qu'elle ne vivait pas bien, il lui a donné de l'argent à dépenser. Elle l'a fièrement jeté, disant qu'elle pourrait gagner de l'argent elle-même. Mais elle a ensuite réalisé que les gens de la maison avaient tous des problèmes d'argent, alors elle a couru après Nida. Il a demandé à ses subordonnés d'arrêter la voiture et est sorti. Pour voir ce qui se passait. Comprenant qu'elle voulait demander de l'argent, il le lui a quand même donné. Juste au moment où Nita partait, Anzu a été attrapée par le barman et les gens qui la poursuivaient. Elle a dit qu'elle voulait les rembourser, alors le barman a calculé les dommages et a rendu l'argent excédentaire à Anzu. Il ne lui restait que quelques pièces, alors elle est rentrée chez elle triste. Mais personne ne l'a blâmé car s'il avait de l'argent, il l'aurait de toute façon dépensé en alcool. Nous retrouvons maintenant Hitomi, l'amie de Ina, une bonne et assidue élève le jour, mais une barmaid la nuit. La barmaid précédente, Yutako, l'avait invitée là-bas et l'avait piégée en lui faisant porter cette tenue. Hitomi l'a seulement essayé, mais Yutako a pris une photo et a menacé de l'envoyer à l'école. Cependant, Hitomi a été intelligente et a enregistré qu'elle ne faisait que l'essayer, sans vraiment travailler. Elles se sont alors réconciliées et ont décidé de supprimer les preuves de l'autre. Mais Yutako avait une copie sur son ordinateur, donc Hitomi a dû travailler là-bas à contre-cœur. Ses compétences étaient considérées par un client comme surpassant même celles de Yutako. Soudain, le professeur et le directeur adjoint d'Hitomi sont arrivés ici. Hitomi a essayé d'appeler à l'aide tout le monde, disant que les professeurs étaient là, mais personne n'y a prêté attention. Elle a été forcée de les servir et a essayé de faire une fausse expression pour qu'ils ne la reconnaissent pas. Le professeur pensait qu'elle avait l'air assez familière. Mais ce n'était sûrement pas possible, n'est-ce pas? Comment une élève de collège pouvait-elle être barmaid? Mais elle lui ressemblait encore trop. Le directeur adjoint ivre discutait de l'autre côté. Le professeur lui a donc également parlé. Mais si l'un de ses élèves devait travailler, cela signifierait perdre son emploi. Le professeur a donc pensé qu'il devait s'être trompé. Le professeur a alors commandé une boisson et c'était extrêmement délicieux. Cependant, Hitomi n'avait pas de callosité sur les mains.
Elle ne pouvait donc pas être une professionnelle. Il a commandé une autre boisson pour voir comment elle la gérerait, et c'était en effet, pas de goût, pas de salaire. Les 3 personnes de l'autre côté ont vu qu'Hitomi avait attiré un autre client pour le bar. Le professeur a ensuite ramené le directeur adjoint chez lui et reviendrait ici à l'avenir. Hitomi avait maintenant un compte bancaire, et le montant d'argent dedans augmentait de jour en jour. Ce soir-là, Ina entendit Nita parler de sa rencontre avec Anzu. Et il pensa qu'il devrait peut-être amener Anzu ici et laisser Ina essayer d'être sans abri. Cette nuit-là, Ina rêva qu'elle était forcée de mendier dans la rue, alors le lendemain matin, elle décida de changer. Elle donna la majeure partie de sa part à Nita, et lui dit même au revoir quand il partit au travail. Elle décida alors de faire le ménage pour que Nita soit heureux à son retour. Elle sortit l'aspirateur pour l'utiliser, mais il courut trop loin et le cordon se détacha. Elle utilisa un balai pour nettoyer l'armoire, mais cassa l'un des précieux vases de Nida. De l'eau se renversa sur le sol. Lorsqu'elle étendit les serviettes pour les sécher, elles s'envolèrent. Elle trouva du caviar dans le réfrigérateur et le mangea. À ce moment-là, Nida ne savait pas ce qui n'allait pas avec Ina à la maison, alors il en parla au patron. Le patron pensait qu'Ina grandissait et lui conseilla de la récompenser. Il avait déjà acheté quelque chose mais n'avait pas eu la chance de le lui donner. Il avait donc peur que tout soit gâché. Ce soir-là, Ina faisait la vaisselle quand elle eut soudain mal au ventre, ce qui fit casser toutes les assiettes. Nida venait de rentrer des courses et avait été témoin du désordre dans la maison. Il décida immédiatement qu'à partir de maintenant, il ne s'occuperait plus d'Ina. Elle fit alors ses bagages et fut chassée par Nida. Ina essaya de s'excuser, mais à quoi bon des excuses? Ina n'avait alors que peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Elle alla manger un repas et se retrouva à court d'argent à la fin de la journée. Ina rencontra à nouveau Anzu et Anzu la ramena chez elle pour y rester temporairement. Ina ne mangea qu'une tasse de nouilles puis alla dormir avec Anzu. Comme elle empêchait Anzu de dormir, Ina fut enveloppée dans un sac de couchage. Le lendemain matin, Anzu se leva tôt pour aller travailler et gagner de l'argent. À son retour, elle a découvert que sa tasse de nouilles avait été volée par Ina. Pendant ce temps, Hitomi était allé chez Nida pour chercher Ina, mais il lui a dit que Ina était partie avec sa famille. Hitomi a ensuite rencontré à nouveau Yutako et a été amené à aider à distribuer des produits de charité aux sans-abri. Ina et Anzu sont venus demander de l'aide, et Yutako ne comprenait pas pourquoi Ina était là. Elle et d'autres ont ensuite demandé à Nida, et il a dit que s'occuper d'Ina était trop cher et qu'il ne recevait aucune aide. Elle a donc dit que lorsqu'on élève des enfants, il ne faut pas parler d'aide. Il ne pouvait pas leur dire qu'Ina était tombée du ciel. Ils pensaient tous qu'il niait être le père d'Ina, alors ils ont décidé de le mettre dehors. De plus, lorsque Nita est parti, Yutako a même jeté du sel pour exorciser les esprits. Lorsqu'il est rentré chez lui, Nita s'est progressivement senti très seul. Anzu, en revanche, Nida ne pouvait plus supporter le style de vie paresseux de Ina, alors elle l'a également expulsé. Ina ne savait pas quoi faire pour que Nita la reprenne, alors elle pensait que Nita serait heureuse si elle remplaçait le vase pour lui. Elle a vu un groupe jouer pour gagner de l'argent, alors elle s'est approchée d'eux pour leur demander quelque chose. Le lendemain matin, Nita est allée au parc où Yutako avait distribué de la nourriture l'autre jour pour chercher des indices et a rencontré à nouveau Anzu. Elle respectait Nita pour avoir enduré Ina si longtemps. Elle était assez suffisante parce qu'elle était meilleure que Ina pour être sans abri. Pendant ce temps, Ina avait utilisé sa capacité à effectuer des tours de magie pour gagner de l'argent, et ce groupe a décidé de collaborer avec elle. Nida a entendu la nouvelle de son subordonné et est allé vérifier, découvrant qu'Anzu avait utilisé sa capacité pour aider ce groupe à se produire, et qu'ils avaient un très large public. Alors qu'ils se produisaient intensément, la police est venue les disperser pour avoir provoqué des troubles à l'ordre public. Tout le groupe se dispersa alors que Nita ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Ce soir-là, Ina et le groupe parlèrent d'aller jouer ailleurs, mais Ina dit qu'elle voulait quitter l'équipe car elle avait assez d'argent. Tout le groupe respecta la décision d'Ina et la laissa partir. Pendant ce temps, Nita se rendit au bar de Yutako et pensa qu'Ina semblait vivre plutôt bien, mais elle lui interdit de s'y montrer s'il n'avait pas encore ramené Ina. Après cela, il rentra chez lui et trouva Ina qui l'attendait à la porte. Elle lui avait acheté un nouveau vase pour remplacer l'ancien. Bien qu'il sache qu'il n'aurait pas autant de valeur que l'ancien vase, voyant qu'elle semblait pleine de remords, Nita décida de la laisser revenir et d'exposer le nouveau vase. Quelques jours plus tard, le patron de Nita vint au bar et se confia à Hitomi. Il sentait qu'il était difficile pour les Yakuza de vivre de nos jours. Il pensait avoir dit beaucoup de choses, mais Hitomi était prêt à l'écouter lui ouvrir son cœur. Parce que là-bas, il pouvait être qui il voulait, mais ici, il devait être lui-même. Il partit ensuite,
et Hitomi servit également le professeur puis commença à nettoyer. Elle alla jeter les poubelles et était très endormie lorsqu'elle rencontra accidentellement Anzu. Voyant qu'Anzu ramassait souvent des canettes dans le coin, elle lui montra un endroit où elle pouvait en trouver plus. Elle conduisit Anzu dans un magasin voisin qui avait beaucoup de canettes jetées. Elle avait conclu un accord avec l'employé là-bas selon lequel elle cacherait à son patron le fait qu'il se faufilait souvent ici, alors Anzu récupéra ses canettes. Anzu voulait lui rendre l'appareil, alors elle conduisit Hitomi à la suivre. Ils allèrent tous les deux au parc et se faufilèrent pour se rendre là où vivaient les sans-abri. Un vieil homme vit que c'était la première fois qu'Anzu avait un ami, alors il lui dit de bien traiter son ami. Anzu offrit à Hitomi une tasse de nouilles et se vanta de gagner 700 yens par jour, mais Hitomi n'eut pas le cœur de lui dire qu'elle gagnait autant en une demi-heure. Anzu invita alors Hitomi à jouer, mais Hitomi était trop fatiguée et s'endormit debout. Quelques jours plus tard, un vieil homme apprit à Anzu à jouer avec des cordes, elle passa donc toute la nuit à apprendre et le lendemain matin se rendit à Shoina. Mais Ina préférait jouer à des jeux, alors Anzu s'énerva et partit parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas d'argent pour jouer à des jeux. Le lendemain, Anzu revint se vanter d'avoir trouvé un moyen de gagner plus d'argent en vendant des choses comme des téléviseurs à un acheteur, les téléviseurs étant considérés comme les plus rentables. Ils trouvèrent alors un tas de vieux téléviseurs au pied d'un pont, et Anzu alla chercher un chariot pour les apporter à l'acheteur. Cependant, l'acheteur a dit que ces téléviseurs étaient de mauvaise qualité et ne valaient que 10 yens. Anzu a donc dû entraîner Ina à continuer à chercher, et Ina a appelé Hitomi pour qu'elle vienne l'aider. Anzu s'est rendu compte que ses deux amis se connaissaient, alors tous les trois ont continué à chercher, mais Ina s'est endormie au milieu de la recherche. Hitomi a alors décidé de chercher ailleurs, mais elle s'est souvenue qu'elle venait de jeter une vieille télévision à la maison, alors elle est retournée la chercher. Elle a récupéré la télévision à la maison et a prévu de la jeter quelque part pour y conduire Anzu. Mais elle a été arrêtée par la police qui a dit qu'elle ne pouvait pas y jeter une télévision. Voyant Hitomi si inquiète, l'officier a pensé que ses parents l'avaient forcée à la jeter. Ina est revenue demander de l'argent à Nita pour acheter une télévision. Nita lui a dit où l'acheter, et Ina a ensuite pris un taxi du magasin jusqu'à l'acheteur. L'acheteur savait qu'il s'agissait d'une nouvelle marchandise et il semblait que Ina le testait. Le chauffeur de taxi dit que Ina n'avait pas encore payé, donc l'acheteur paierait à la place et déduirait le prix du téléviseur. Anzu est venu plus tard et s'est plaint de ne rien avoir trouvé. Mais Hitomi avait réussi à apporter une télévision. Hitomi semblait mécontente mais forçait toujours un sourire. L'acheteur en a vu une autre dans un carton, et bien qu'il ne l'aimait pas vraiment, il a quand même suggéré qu'il devrait les vendre dans un magasin de recyclage. Ce soir-là, Anzu avait pas mal d'argent. Elle voulait le partager en trois et a dit qu'elle avait besoin d'argent pour jouer avec Ina. Quand ils sont rentrés à la maison, Nita a demandé où était la télévision, et Ina a dit qu'elle l'avait vendue pour payer le taxi. Nita n'a pas bien compris le but de cela et a pensé que Ina le taquinait. Quelques jours plus tard, Hitomi est allé travailler et a été découvert par deux camarades de classe. Le professeur est venu plus tard, et les deux garçons ont pensé qu'Hitomi sortait avec le professeur. Ils ont ensuite appelé l'ami proche d'Hitomi pour discuter de cette affaire, et elle a suggéré d'appeler Ina aussi, mais ils n'attendaient pas grand-chose de Ina. Cet ami a décidé de parler à Hitomi pour enquêter davantage. Lorsqu'on lui a dit qu'elle avait été vue dans le quartier rouge, Hitomi s'est énervé et a dit qu'elle allait juste à des cours supplémentaires. L'ami a mentionné le nom d'un tuteur, et Hitomi a prétendu que c'était lui. L'ami savait donc qu'Ina mentait. Après avoir fait semblant d'aller aux toilettes pour rire, l'ami est revenu et a révélé que le professeur qu'elle venait de mentionner n'existait pas. Pendant le déjeuner, quand Hitomi a été interrogée sur le bar de Yutako, elle a craché son lait. Mais l'ami essayait juste de taquiner Hitomi en la rendant énervée. Deux amis masculins ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à l'ami, alors ils ont décidé d'enquêter par eux-mêmes. Alors que Ina ne savait toujours rien, les deux amis voulaient trouver un moment où Hitomi et le professeur étaient à l'école. Pendant le cours, le professeur a demandé à Hitomi de venir au bureau pour quelque chose. Les deux garçons ont suivi et ont décidé de faire irruption, mais n'ont vu que Hitomi portant une pile de papier fraîchement imprimé. Les deux jeunes hommes ont alors dû transporter des documents avec Hitomi et lui ont demandé si elle cachait quelque chose. Elle a été surprise et a dit que ce qu'elle faisait n'était pas mal du tout. Les deux garçons ont vraiment mal compris et sont retournés crier sur le professeur. Les deux garçons ont ensuite rencontré l'ami et Ina et se sont postés près du bar. Ils ont découvert Hitomi en train d'entrer et un peu plus tard, Nita est également entrée. Alors tout le groupe s'est précipité en pensant qu'Hitomi était tombé dans la dépravation, mais ce qu'ils ont vu, c'était Hitomi travaillant comme barmaid. Elle prétendait être quelqu'un d'autre, mais aucun d'entre eux n'était facilement dupe.
L'ami a demandé à Hitomi si elle allait vraiment bien, et Hitomi a mordu à l'hameçon et a avoué. Ils lui ont fait admettre qu'elle était barmaid, et tout le monde ne savait pas quoi dire car il était clair qu'Hitomi était taquiné. Le professeur est arrivé plus tard et a pensé qu'ils avaient tous confondu cette Hitomi avec celle de l'école, même s'ils se ressemblaient vraiment. Quelques jours plus tard, Nita est rentré du travail et a trouvé Ina au téléphone avec sa mère. Il a donc dû se précipiter et prendre le téléphone pour expliquer à sa mère. Nida a ensuite dû emmener Ina chez sa mère pour la présenter. Tout en rendant hommage à son père décédé, Nida a indiqué à Ina ce qu'elle devait dire. Lors de sa rencontre avec sa mère et sa sœur, Ina a été interrogée sur ses parents. Comme il n'avait pratiqué que sur le père, mais pas sur la mère, Nida a poussé Ina à jouer pour qu'il puisse répondre lui-même. Il a raconté à sa mère et à sa sœur comment la famille de Ina avait été massacrée. Et il devait prendre soin d'elle. Il inventa une triste histoire à propos d'Ina qui fit sympathiser sa mère et sa sœur. Quand Ina revint, la mère et la sœur firent cuisiner Nida, car si la sœur cuisinait, ce ne serait que des nouilles instantanées de 3 minutes. Pendant que Nida cuisinait, elles interrogèrent Ina sur sa vie avec Nida. Elle admit que c'était amusant, mais concernant l'école, elle dormait et déjeunait principalement. Nida estimait qu'envoyer Ina à l'école était en effet un gaspillage d'argent. Quand Ina sortit ses devoirs, elle avait écrit le nom de famille de Nita, ce qui le poussa à se précipiter pour s'expliquer. Pendant le dîner, elles demandèrent à Ina ce qu'elle faisait habituellement avec Nita, et elle dit qu'ils allaient dans des bars, alors il dut nier, disant qu'il l'emmenait seulement parce qu'elle aimait ça. La famille laissa ensuite Ina jouer avec les restes de feux d'artifice d'été. Quand Ina utilisa les cierges magiques pour chasser les fourmis, la sœur de Nita dit que chaque être vivant avait de la valeur et ne devait pas être traité de cette façon. Mais juste après avoir dit ça, elle versa de l'alcool sur les tentes, faisant croire à Nida que sa sœur était devenue folle. Nida confia qu'une fois, il avait expulsé Ina et avait été pris pour sa fille à cause d'un divorce, ce qui fit naître des soupçons chez sa mère. Il dut alors mentir, mais voyant Ina interrogée sur ses mensonges, il décida de changer d'histoire et dit qu'Ina était sa fille et qu'il ne l'avait découvert que récemment. Sa mère et sa sœur l'acceptèrent parce que Nida semblait sérieuse, alors elles emmenèrent Nida et Ina à l'hôtel de leur père pour présenter le nouveau membre de la famille. Nida promit de bien prendre soin d'Ina, et les 3 membres de la famille commencèrent à faire des choses folles. Quelques jours plus tard, Yutako et quelques autres protestèrent pour protéger les sans-abri parce que le gouvernement avait décidé de démolir toutes leurs maisons dans le parc. Anzu ne savait pas ce qui se passait, alors un vieil homme dut lui expliquer la situation. Yutako avait demandé à des gens de prendre soin d'Anzu. Ce soir-là, ils décidèrent de prendre un dernier repas ensemble, et Anzu ne voulait pas quitter tout le monde, alors elle insista obstinément pour protéger leur maison. Mais ils s'opposèrent tous à l'idée d'Anzu, faisant paraître la petite fille triste. Cependant, ils durent être cruels pour faire en sorte qu'Anzu veuille partir, et ils se reprochèrent également d'être trop inutiles. Le lendemain matin, Anzu et tout le monde firent leurs bagages. Ils décidèrent d'aller vivre ailleurs pendant qu'Anzu partait avec Yutako. Elle emmena Anzu chez un couple qui possédait un restaurant. Ils adopteraient Anzu, elle n'aurait donc plus à trop s'inquiéter de sa survie. Pendant le dîner, Anzu pleura parce qu'elle était la seule à pouvoir profiter de cela alors que les autres devaient lutter pour survivre. Le couple conseilla à Anzu de ne plus trop s'inquiéter à ce sujet. Ils savaient qu'Anzu ne pouvait toujours pas l'accepter, alors ils laissèrent le temps la changer. Le lendemain matin, Anju se réveilla tôt et se rappela qu'elle n'avait plus besoin de ramasser des canettes. Elle vit alors le couple sur le point d'ouvrir leur boutique, alors elle voulut aider car l'oncle lui avait appris à travailler pour de l'argent pour la nourriture. Le mari la laisserait travailler, car ses leçons étaient précieuses et aidaient Anju à grandir. Il croyait que ce qu'elle avait appris serait toujours quelque chose qui garderait les gens à ses côtés, et tous deux lui apprendraient beaucoup plus de choses. Leurs leçons resteraient à jamais dans son cœur, et son image serait toujours dans leur cœur, donc elle n'avait pas besoin de s'inquiéter qu'il se sente seul. Anju commença alors son nouveau travail là-bas. Le couple lui donna un uniforme et lui apprit la première leçon. Le client a toujours raison, et lorsqu'il répond aux personnes âgées, il doit être poli et respectueux. Elle dut ensuite regarder comment sa femme travaillait pour apprendre. Le mari lui conseilla de mémoriser le menu, et quand Anju vit le plat de côte levée coûteux sur le menu, elle fut choquée. Nida et ses subordonnés sont venus manger plus tard et il était curieux de la voir travailler là-bas. Il a appris qu'Anju avait été adopté par cet endroit. Le mari a dit à Anju que si c'était une connaissance, elle devrait se sentir libre de les servir. Elle ne traitait donc plus Nida comme un dieu. Nida a commandé ses côtes chères, ce qui l'a stupéfaite car il avait vraiment beaucoup d'argent. Après le repas, Anju a appris à calculer la facture, et voir autant d'argent la fit geler.
Anju a ensuite lavé les baguettes, mais le mari lui a suggéré de les jeter, lui rappelant la leçon que l'oncle lui avait enseignée sur le recyclage des objets utilisables. Cette nuit-là, la femme a dû apprendre à Anju à prendre un bain chaud et elle s'est rendue compte qu'à cet endroit, elle pouvait librement allumer les lumières et avoir sa propre chambre. Le couple était également heureux qu'elle s'y sente à l'aise. Nous rencontrons à nouveau Ina, qui s'est endormie pendant le cours et a été grondée par le professeur. La main d'Hitomi a inconsciemment dessiné un démon. Ina s'est plainte à Nita à la maison que l'école était trop ennuyeuse. Nita ne pouvait pas la laisser abandonner, alors il voulait qu'elle réfléchisse à des moyens de rendre l'école plus intéressante. La classe a ensuite discuté de qui rejoindrait le conseil étudiant. Personne ne voulait, même si être dans le conseil étudiant signifiait être le chef de l'école. Cette nuit-là, Ina a regardé des films sur les patrons et a pensé qu'être dans le conseil étudiant pourrait être amusant. Le lendemain, elle s'est donc présentée au poste, et comme personne d'autre n'avait l'intention de participer, le professeur a dû la laisser entrer. Elle a ensuite parlé à ses amis de son intention de rejoindre le conseil étudiant, et Hitomi a reproché à son ami d'avoir dit des bêtises qui ont fait que Ina a mal compris. Ina a ensuite été chargée par le professeur d'écrire un discours à prononcer devant toute l'école. Elle retourna en classe et écrivit ses revendications au lieu d'un discours approprié. Le lendemain, elle raconta à Nida qu'elle avait rejoint le conseil étudiant, lui faisant penser qu'il n'était pas complètement réveillé, alors il alla se laver le visage. Lorsqu'il sortit et l'entendit à nouveau, il pensa à se préparer rapidement une tasse de café. Mais Ina ne plaisantait pas et lui montra le discours, lui faisant penser que les écoles avaient trop changé. Mais comme c'était Nida qui lui avait dit de rendre l'école plus amusante, il devait apporter le discours au patron, qui voulait qu'il aide sérieusement Ina. Alors tous les trois appelèrent l'avocat de l'organisation, et le patron était très sérieux à ce sujet. Le jour du discours, Ina se présenta au poste de présidente du conseil et continua à dire des choses que l'avocat avait écrites. Mais comme elle ne pouvait pas faire la distinction entre ce qui devait être lu et ce qui ne l'était pas, elle lut tout, ce qui rendit les choses assez étranges. Lorsque les résultats arrivèrent, elle fut désignée comme secrétaire. Cette nuit-là, elle se plaignit à Nita et renonça également à rejoindre le conseil étudiant, dînant avec Nita à la place. Quelques jours plus tard, un ami informa Hitomi que Ina n'avait assisté à aucune réunion du conseil étudiant, donc Hitomi devait y aller à la place. Elle fit tout le travail au conseil étudiant parfaitement, alors quand ils partirent, ils choisirent Hitomi comme secrétaire de secours pour Ina. Bien qu'elle ne le veuille pas, elle dut se joindre à elle. Dans les jours suivants, Nita essaya toujours d'inviter Yutako à des rendez-vous, mais fut toujours rejetée. Quand il rentra chez lui, il se plaignit à Ina, et elle décida de l'écouter. Il ne savait pas à quel point il pouvait être lâche de demander conseil à un enfant. Ina discuta alors avec Hitomi, et elle voulait savoir ce que ça faisait d'avoir une mère. Alors Hitomi l'aida à féliciter Nita auprès de Yutako. Ils allèrent ensuite au magasin, et Ina dit directement à Yutako qu'elle devrait sortir avec Nita. Elle pensait que Nita était si lâche qu'il avait envoyé Ina là-bas pour faire pression sur elle. Mais Hitomi pensait qu'elle devrait essayer d'y aller parce que Yutako n'avait pas nécessairement besoin d'être au magasin. Elle se sentit un peu offensée mais irait quand même avec Nita pour qu'ils arrêtent tous les deux de la déranger. Ina raconta alors à Nita le rendez-vous, et il ne pouvait pas croire à quel point les enfants de nos jours étaient terribles. Il pensait qu'Ina pourrait être son arme secrète après tout. Il serra ensuite Ina dans ses bras et la fit tourner, ce qui lui fit se cogner la jambe contre le mur et l'obligea à aller à l'hôpital. Il ne pouvait pas laisser Ina pour aller à un rendez-vous, mais elle voulait qu'il fasse de son mieux et lui ramène une mère. Nita ne pouvait pas laisser tomber Ina, alors il partit pour le rendez-vous. Le rendez-vous sembla se dérouler sans problème, mais à la fin, Nita fut rejetée. Il rentra chez lui découragé. Hitomi entendit que la raison pour laquelle Yutako l'avait rejetée était qu'elle voyait Nita ne penser qu'à Ina, donc elle ne pouvait pas s'immiscer entre eux. Elle ne voulait pas s'impliquer avec un père célibataire divorcé comme Nida. Nida revint et apporta une marionnette à Ina, prétendant que c'était sa mère. Ina resta sans voix face à cette situation. Quelques jours plus tard, quelqu'un d'un autre monde fut envoyé dans la ville et vit qu'elle était toujours paisible malgré la présence d'Ina. Elle alla essayer de la nourriture et rencontra accidentellement Anju. Anju l'a reconnu comme étant K, le chef de l'équipe de prévention des catastrophes. Voyant Anju toujours en vie, Anju tira K dehors pour résoudre le problème. Elle pensait que K était venu s'occuper d'elle, elle était donc prête à ce que K agisse. Mais K s'en fichait car Anju avait été classée comme sacrifiée pendant la mission. Donc c'était bien si elle ne revenait pas. Elle donna un rapport à Anju et lui demanda de vérifier et d'enregistrer les comportements d'Ina qui y étaient répertoriés. Parce que si Ina perdait le contrôle, elle pourrait détruire une ville entière. Évidemment,
Cela s'était déjà produit auparavant. Elle avait donc peur et ne voulait pas mourir. C'est pourquoi elle a chargé Anju de le faire à sa place. Elle a demandé comment Ina vivait maintenant et a entendu qu'un humain l'avait adoptée. Ce qui a amené Ka à se demander à quel point Nita devait être divine pour pouvoir contrôler Ina. Elle est ensuite allée avec Anju voir comment Ina allait. Ina avait une jambe cassée à cause de Nita. Ce qui a vraiment surpris Ka de voir à quel point ce Nita pouvait être divin. Ils ont ensuite observé les comportements d'Ina. Ils pensaient qu'elle ne s'arrêterait pas au feu rouge, mais elle l'a fait, a payé volontiers pour des choses et a salué les autres. Quant au maintien des conversations avec les autres, Ina était également prête à discuter avec les subordonnés de Nita, ce qui a fait que Ka ne croyait pas à quel point Ina pouvait changer. Elle a décidé de passer à un test primaire et de voir si Ina se souciait des animaux ou non, ce qui était rare. Ils achèteraient un chien et le laisseraient dans la rue pour voir ce que Ina ferait. Ina passa devant le chien et se rendit dans un magasin voisin pour acheter un parapluie. Ka pensait qu'elle révélait sa vraie nature, mais Ina apporta simplement le parapluie au chien parce qu'elle comprenait ce que cela faisait d'être sans abri. Anju fit alors adopter ce chien à Ka. Ka examina le rapport et découvrit que la plupart des réponses étaient positives, prouvant qu'Ina s'était stabilisée et pouvait être ramenée à la vie. Un jour, Ina utilisa son pouvoir pour nettoyer les poubelles, et sa camarade de classe Mayumi le vit. Mayumi rentra chez elle et lut des histoires sur ses super pouvoirs, et elle savait que si elle le révélait, elle pourrait être réduite au silence, mais elle choisit quand même de parler et écrivit une lettre au cas où quelque chose se produirait. Le lendemain, elle vint demander à Hitomi des nouvelles d'Ina, pensant qu'il serait peut-être préférable de demander directement à Ina. Mayumi s'arrangea alors pour rencontrer Ina et lui raconta qu'elle l'avait vue utiliser son pouvoir. Ina l'admit tout de suite, alors Mayumi, craignant d'être réduite au silence, s'inclina et supplia. Mais Ina n'avait pas l'intention de faire taire qui que ce soit, alors Mayumi a commencé à suivre Ina pour apprendre le pouvoir. Kei a vu que Ina avait maintenant un autre ami et l'a écrit dans le rapport. Mayumi a alors voulu essayer d'apprendre le pouvoir de Ina parce que Ina a menti en disant qu'elle l'avait accidentellement réveillée. Mayumi avait donc de l'espoir pour elle-même. Mais Ina a vu que Mayumi perdait son temps et l'empêchait de rentrer tôt chez elle. Elle a donc soulevé à contre-cœur une pierre pour faire croire à Mayumi qu'elle l'avait fait elle-même afin qu'elle puisse rentrer chez elle. Le lendemain, Mayumi pensait pouvoir soulever plus de pierres, prouvant qu'elle l'avait maîtrisée. Ina lui a dit de ne pas utiliser le pouvoir quand elle n'était pas là car il devait être gardé secret. Cette nuit-là, Mayumi pensait avoir appris le pouvoir, elle n'avait donc plus besoin d'écouter Ina et a décidé de se montrer. Le lendemain, pendant que Ina dormait, Mayumi ouvrit un cours d'enseignement du pouvoir et avait l'intention de le démontrer à toute la classe. Elle agita les mains, mais rien ne se passa, ce qui donna envie à Mayumi de trouver un pantalon à mettre sur sa tête pour cacher son embarras. Et pendant les 2 jours suivants, personne ne vit plus Mayumi. La jambe d'Ina guérit alors, et elle décida d'aller manger quand Kei vint la récupérer. Ina n'aimait pas ça, alors Kei craignait qu'elle perde le contrôle. Mais c'était un ordre, alors Ina obéit à contre-cœur, craignant que la désobéissance n'entraîne le silence. Kei la reprendrait après 3 jours car elle devait encore trouver quelqu'un pour adopter le chien. Elle ne savait alors pas comment le dire à Nita, alors elle hésitait. Elle suivait Nita partout, et quand il lui demanda activement, il la vit se cogner le visage contre la table. Pensant qu'elle était malade, il dut l'emmener faire un contrôle, mais tout allait bien. Il voulait ensuite que Ina parle directement, alors elle s'est envolée et lui a tourné le dos pour qu'il soit plus facile de dire qu'elle était sur le point de revenir. Nita est entrée, a mis une chemise et l'a emmenée pour un dernier repas pour lui dire au revoir. Elle n'était pas censée manger trop d'œufs de poisson car c'est mauvais pour la digestion, mais ils l'ont ignoré car c'était le dernier repas. En se rendant au point de rendez-vous, Nita a admis qu'elle ne lui avait causé que des ennuis, mais sans elle, il serait assez seul et il serait difficile de l'expliquer à tout le monde. Ina pensait qu'il irait bien et est parti. Il est ensuite rentré chez lui et a su que Nita avait vraiment grandi, alors il s'est rappelé des souvenirs de l'époque où ils vivaient ensemble. Mais Ina a été interrogée plus tard sur la sphère qu'il avait enfermée à son arrivée ici, et a appris que puisque Nita y avait été piégée, il l'avait jetée avec colère, donc elle avait disparu. Sans elle, elle ne pouvait pas revenir, alors elle a couru joyeusement pour retrouver Nita. Car ils continueraient à vivre ensemble à partir de maintenant. Mais, quand elle revint, elle découvrit Nita en train de célébrer le fait de pouvoir vivre à nouveau seule. Il essaya de lui expliquer, mais qu'y avait-il encore à expliquer? Ka décida alors de demander à quelqu'un d'apporter la sphère, et la personne à qui elle demanda s'appelait Mao. Mao avait été largué quelque part sur une île déserte, et une noix de coco tomba et appuya sur le bouton, faisant également voler la sphère dans la mer, une autre partie sans retour.
Mao cherchait la sphère depuis 10 jours mais ne la trouvait pas, elle savait donc qu'elle était perdue pour de bon. Elle attrapa alors du poisson pour manger et utilisa 2 noix de coco et mit quelque chose dessus pour faire des cheveux, prétendant qu'elle était Anju et Ina. Elle avait vécu avec ces 2 noix de coco pendant plusieurs jours, puis s'était confectionné une tenue de fortune. Elle courut ensuite dans la forêt et construisit une tente temporaire. Elle vécut ainsi avec ses 2 amis imaginaires pendant plusieurs jours, puis plusieurs mois passèrent. Mao ne pouvait plus supporter cette vie. Elle ne considérait plus les 2 noix de coco comme ses amis et les jeta toutes les 2, puis créa un radeau pour prendre la mer. Elle partit à la dérive jusqu'au Cambodge ou dans un pays voisin du Vietnam. Nous retrouvons Nida. Lui et ses subordonnés avaient décidé d'aller chercher un nouveau chef qui venait de sortir de prison. Ce chef était très féroce. Quand Nida avait oublié d'allumer sa cigarette auparavant, il s'est fait frapper à la tête avec un cendrier. Nous appellerons ce chef Boss 2, car Nita a 2 chefs. Nita a dit à ses subordonnés d'être respectueux envers Boss 2. Lorsqu'ils l'ont récupéré, Boss 2 a entendu que le grand chef était dans le coma, car Ina avait dit qu'il avait des aisselles puantes. Boss 2 voulait que Nita l'aide à devenir le grand chef. Mais il avait déjà accepté d'aider Boss 1, car Boss 1 était intelligent et accepté par toute la bande. Le Boss 2 n'a pas voulu céder, alors il a ramassé le cendrier pour menacer Nita. Mais Nita baissa la tête et dit qu'il ne pouvait pas laisser toute la bande sombrer dans le chaos. Alors Boss 2 accepta d'être patient un moment. Le Big Boss entendit alors la nouvelle qu'il s'était réveillé, alors Nita vint lui rendre visite. Le Big Boss semblait vraiment aimer Ina, alors quand il entendit parler de la recherche d'un successeur, il dit en plaisantant qu'il ferait de Nita le nouveau Big Boss. Les subordonnés rapportèrent cette nouvelle aux 2 patrons, mais Nita voulait qu'ils choisissent sérieusement. Les subordonnés ne savaient donc pas comment expliquer aux 2 patrons. Le patron indique que Nita utilisait Ina pour persuader le grand patron d'abandonner son poste, ce qui rendit le patron 2 furieux. Tous 2 piégèrent Nita dans une boîte en béton et étaient sur le point de le jeter à la mer. Il essaya d'expliquer, mais personne ne l'écouta. Lorsqu'il demanda à ses subordonnés de s'expliquer, ils restèrent là, figés, sans rien dire. Le grand patron a dû venir leur expliquer que Nita ne voulait pas voler le poste de grand patron mais qu'il pensait seulement au gang, ce qui leur a fait réaliser qu'ils avaient mal compris Nita. Ils ont donc décidé de le promouvoir en guise d'excuse. Il était déprimé, ne sachant pas comment gérer cette situation, mais tout le monde est resté là à applaudir. Ina est alors venue informer Yutako que Nita était assez déprimée, alors ils ont pensé qu'ils devraient lui organiser une fête de promotion. Elle a ensuite fait des recherches sur la façon d'organiser une fête. Elle a décidé de demander conseil à tout le monde. Des amis lui ont dit de donner une photo, certains ont dit de donner des fleurs, certains ont dit de donner de l'alcool, certains ont dit de donner ça. Nourriture préférée, certains ont dit de faire une surprise. Anju lui a conseillé d'amener Nida dans ce restaurant, mais elle a refusé immédiatement. Après avoir réfléchi un moment, Ina va combiner toutes les opinions. Elle dit alors à Nita de la prévenir à l'avance quand il rentre à la maison afin qu'elle puisse préparer une fête. Elle prend ensuite une photo et commence à nettoyer la maison. Elle sort pour acheter les articles nécessaires, à l'exception de l'alcool, car ils ne le vendent pas. Elle rentre donc chez elle, met de l'eau dans des bouteilles vides en guise de faux, ajoute du sel et place des bougies dessus pour faire un faux gâteau, et met des œufs de poisson dessus pour la nourriture. Nita pense qu'il est agréable d'avoir une fête surprise de temps en temps, alors quand il rentre à la maison, il donne à Ina un préavis d'1 heure pour se préparer. Lorsqu'il entre dans la maison, il est choqué de voir la fête ressembler à un hôtel, avec des chapelets, du sel et des bougies, ainsi qu'une photo commémorative et des boîtes qui ressemblent à des cercueils. Le melon qu'il vient d'acheter complète l'ensemble des offrandes. Ina sort alors d'une boîte, pensant qu'il sera surpris, mais il y a un hoquet. Cependant, Nita la remercie toujours pour sa prévenance. Un jour, Hitomi rentre du travail et trouve sa mère qui l'attend. Sa mère veut savoir où elle est allée. Hitomi dit qu'elle est restée chez une amie, mais sa mère ne la croit pas, alors elle mentionne son travail de barmaid. Sa mère ne le croit pas non plus et pense qu'elle vend son corps. Hitomi s'en plaint alors à Yutako, qui suggère à Hitomi de s'enfuir de chez elle, comme elle l'a fait dans le passé. La différence est qu'Hitomi a maintenant de l'argent pour vivre de manière indépendante. À l'origine, Yutako voulait qu'Hitomi continue à travailler ici pour gagner de l'argent. Nita se sent un peu désolée d'aimer quelqu'un d'aussi avide d'argent que Yutako. Yutako emmène alors Hitomi dans un appartement entièrement meublé et luxueux. Le prix est un peu élevé, mais Nita a aidé à négocier pour que Hitomi n'ait à payer que la moitié. Pourtant, c'est trop cher, mais Yutako force Hitomi à signer. Nita pense qu'elle est pire que les Yakuza. Hitomi fait alors face à des problèmes financiers. Un client veut lui faire découvrir un nouveau travail, qui consiste à nettoyer les vitres des immeubles de grande hauteur.
Elle a un peu peur alors elle essaie de travailler vite. Puis d'autres personnes viennent lui donner de plus en plus de travail. Elle doit passer d'un travail à l'autre, ce qui ne lui laisse presque plus de temps libre. Alors qu'elle travaille dans une entreprise, d'autres employés se rassemblent pour dénigrer Hitomi, disant que son jeune visage a dû séduire les patrons pour obtenir des promotions. À l'école, Hitomi voit que son emploi du temps est chargé et qu'elle n'a pas le temps d'étudier ou de se reposer. Elle s'endort en classe, alors ses amis viennent la voir. Elle ne peut pas leur dire ce qui se passe. Au travail, Hitomi décide d'améliorer ses relations avec ceux qui la dénigrent, ce qui semble fonctionner. Ceux qui ont parlé en mal d'elle se rendent compte qu'elle fait vraiment des efforts et veulent qu'elle continue. Cette nuit-là, sa mère appelle à nouveau Hitomi. Mais elle dit qu'elle a déménagé et raccroche. Elle rentre ensuite chez elle et s'endort juste devant la porte. Le matin, elle voit que la nourriture est toujours dehors et non rangée, et il est déjà l'heure de travailler, laissant Hitomi complètement impuissante. Au bar, Yutako et tout le monde veulent organiser une pendaison de crémaillère pour elle. Hitomi n'arrive pas à apprendre à dire non, alors quand elle rentre à la maison, elle décide d'inviter sa mère à y assister, espérant que sa mère s'en chargera pour elle. Lorsque sa mère arrive à la fête, elle est choquée de voir toutes les personnes importantes. Hitomi avait espéré que sa mère refuserait en son nom en disant qu'elle était toujours étudiante, mais après avoir rencontré les gros bonnets des grandes entreprises, sa mère est choquée. Ils font tout l'éloge d'Hitomi et sont prêts à l'embaucher sans entretien. Hitomi croit toujours en sa mère, mais sa mère accepte de la laisser travailler. La mère et la fille doivent alors parler, et la mère ne veut plus interdire à Hitomi de travailler. Comme cela semble être son propre souhait. Yutako voit cela comme une bonne nouvelle et court inviter Hitomi à célébrer. Hitomi ne sait alors même plus ce qu'elle fait vraiment. Nous rencontrons à nouveau Anju. Elle a reçu son premier mois de salaire après avoir travaillé ici. Sa tante et son oncle veulent qu'Anju achète tout ce qu'elle veut. Comme c'est la première fois qu'elle a une grosse somme d'argent, Anju va se montrer à Hitomi. Hitomi fait semblant d'être choquée pour rendre Anju heureuse. Elle emmène ensuite Anju dans des endroits amusants comme le bowling et le karaoké. Mais Anju n'aime aucun d'entre eux. Alors elles vont toutes les deux faire du shopping. Anju voit des gens emballer des cadeaux et décide d'acheter des cadeaux pour sa tante et son oncle. Elle achète une machine de massage car ils ont récemment mal à l'épaule. Mais Anju n'a pas assez d'argent. Hitomi propose de participer, mais le subordonné de Nita elle dit que les cadeaux doivent être achetés avec son propre argent pour avoir un sens. Il emmène donc Anju et Hitomi aux courses de chevaux pour placer des paris. Hitomi n'aime pas du tout ça, mais Anju se laisse facilement convaincre de se joindre à eux. Elle parie sur le cheval le moins susceptible de gagner, et quand il court, il finit par gagner, elle obtient donc une grosse somme d'argent. Il y a aussi un cheval avec une jambe cassée, et les gens assis derrière disent qu'il sera certainement emmené pour être abattu. Anju est maintenant devenu comme n'importe quel autre joueur, voulant manger plus après avoir gagné, alors elle continue à parier et perd ensuite beaucoup. Elle décide qu'elle doit multiplier son argent restant par 20. Elle parie sur le cheval qui a commencé à courir en dernier, avec l'intention d'utiliser son pouvoir pour le forcer à courir plus vite. Mais elle a peur qu'il se casse la jambe et soit abattu aussi. Elle est obligée de choisir entre la tante, l'oncle et le cheval, et elle ne pouvait pas supporter de laisser le cheval être abattu. Anju est officiellement fauché. Hitomi lui a conseillé de se concentrer sur la signification du cadeau plutôt que sur sa valeur matérielle. Ce soir-là, Anju a donc offert à sa tante et à son oncle des tickets de massage gratuits. L'oncle l'a utilisé immédiatement et a estimé que cela faisait longtemps que personne ne lui avait massé les épaules, tandis que la tante voulait le garder. Quelque temps auparavant, un journal avait prévu d'intervieweur des Yakuza des temps modernes. Et Nita a été choisi comme sujet parce qu'il avait éliminé à lui seul un gang et était devenu légendaire. Le journaliste choisi s'appelait Seta, et il a décidé de risquer sa vie pour le travail, en rédigeant son testament avant d'aller à l'interview. Lorsqu'il a rencontré Nita, Seta ne savait pas qu'il cachait une bête à l'intérieur. Nita lui a conseillé de ne pas l'interviewer, mais Seta ne pouvait plus reculer, alors Nita a permis à Seta d'enregistrer le processus de sa vie. Il a ensuite amené Ina avec lui parce qu'elle avait encore une jambe cassée à l'époque. Ils ont demandé pourquoi Nita s'était impliqué avec les Yakuza, et c'était simplement qu'il s'était impliqué par accident et qu'il l'avait suivi parce qu'il avait vu que ce travail rapportait beaucoup d'argent, et aussi parce que son père était mort prématurément. Il voulait trouver quelqu'un à qui être loyal. Quant à Ina, elle n'est pas sa fille, mais juste quelqu'un qui l'accueille. En ce qui concerne le fait d'être très attirant pour les femmes, c'est tout faux parce que celles qu'il aime ne sont jamais normales. Seta pensait que Nida semblait être une bonne personne normale, alors il l'a suivie chez lui et a enregistré sa vie avec Ina à la maison, ce qui était tout à fait normal comme n'importe quel autre père et enfant. Seta soupçonnait de plus en plus qu'il cachait sa vraie nature.
Plus tard, ils sont allés trouver la mère et la sœur de Nida, mais ils ont carrément dit que Nida était une bonne personne et pas du tout violente. Seta l'a donc traîné dans l'organisation de Nida pour le filmer pendant qu'il travaillait là-bas. Le patron l'a laissé interviewer immédiatement. Nida a ensuite demandé à ses subordonnés s'il avait préparé un cadeau pour l'ancien patron, mais le subordonné a oublié, alors il l'a laissé passer. Seta voulait qu'il frappe le subordonné pour avoir fait une erreur, mais il pensait que gronder cet idiot serait pire que le frapper. Il pensait qu'il donnait une image faible au Yakuza, alors ils l'ont fait jouer. Le subordonné voulait également qu'il se durcisse et utilise ce cendrier pour le frapper à la tête. Il a donc dû agir comme le patron d'eux et le frapper à la tête avec le cendrier. Après cela, ils ont coupé la scène, et le subordonné a senti que Nita avait frappé un peu trop fort. Seta a ensuite continué à suivre Nita, et s'est rendu compte qu'il n'était en fait qu'une bonne personne normale. Seta voulait que Nita se mette en scène pour avoir l'air vraiment brutal, mais Nita pensait que s'il s'agissait d'une interview, il devrait montrer aux gens son vrai visage. Seta a encore essayé de le provoquer, mais Nida s'en fichait. Seta est ensuite rentré chez lui, a vu sa famille et a décidé qu'il ne pouvait pas laisser cette mission échouer. Seta a donc commencé à mettre en scène la vie de Nida de manière inexacte. Lorsque Nida a regardé l'interview de lui-même, Seta l'avait transformé en une personne froide et violente, prête à frapper ses subordonnés lorsqu'ils font des erreurs, avec une enfance difficile en raison de la perte précoce de son père, et célèbre pour sa violence, purgeant à lui seul tout un gang de Yakuza, faisant craindre le patron par son attitude. Seta pensait que ce n'était plus comme un Yakuza loyal comme avant. De plus, il vit avec une petite fille qui ne sait que suivre les ordres de Nita et qui a une jambe cassée, probablement à cause de sa désobéissance. La petite fille prétend toujours être la fille de Nita, mais Nita le nie. Lorsqu'on lui demande ce qu'il ferait à ceux qui se mettent en travers de son chemin, il a dit qu'il les massacrerait tous. À la fin du rapport, quand ils ont voulu payer, ils ont été obligés de payer 10 fois plus. Nita était sans voix à propos de ce rapport. Lorsqu'il est arrivé à l'organisation, il a été raillé par les deux patrons. Ils ne s'en sont pas souciés même quand il a dit que c'était une mise en scène. En fait, ils avaient gardé la bande originale, mais voulaient forcer Nita à s'enfoncer plus profondément dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, Ina était partie apprendre le ski, alors Nita a dû s'occuper d'Anju. Il ne savait pas pourquoi Anju n'était pas allé avec la tante et l'oncle aux sources chaudes, mais elle voulait leur permettre à tous les deux de passer des vacances privées. Il ne savait pas combien il devait payer pour amener Anju ici à la place d'Ina. Après cela, il a préparé la nourriture et Anju l'a apportée à la table. Après avoir mangé, elle a volontairement pris la vaisselle à laver, lui faisant sentir que s'occuper d'Anju était plus facile qu'il ne le pensait. Il lui a ensuite appris à nettoyer les vitres, et elle a été étonnée de sa vitesse de coupe des légumes. Anju l'aida alors dans tout, le rendant jaloux de la tante et de l'oncle pour avoir une Anju si douce. Mais il se souvint qu'Anju était très violente à son arrivée. C'était l'environnement de vie qui avait changé Anju, alors il décida de laisser Anju vivre la vie comme celle d'Ina pour se souvenir de sa vraie nature. Nita emmena ensuite Anju jouer. Il espérait vraiment qu'elle redeviendrait elle-même pour que la tante et l'oncle voient à quel point il est difficile d'élever un enfant. Il emmena Anju à l'aquarium et essaya d'être moins doux avec elle. Mais cela ne la dérangeait pas et souriait simplement joyeusement. Lorsqu'il allait jouer au bowling, Anju était également très joyeuse. Dans l'après-midi, il pensa qu'Anju devrait trouver un endroit où elle pourrait être égoïstement heureuse. Mais elle préférait s'amuser avec Nida. Cela lui fit réaliser qu'il avait eu tort d'essayer de faire descendre Anju en enfer. Et maintenant, c'était lui qui était tiré au paradis par Anju. Il joua avec Anju et comprit que c'était la vie d'un vrai père. Le lendemain, Anju rentra chez lui parce que la tante et l'oncle étaient revenus. Il réalisa qu'il avait été tellement occupé à s'amuser qu'il avait oublié que la réalité était sur le point de revenir. Soudain, le professeur appela pour informer qu'Ina s'était perdue dans les montagnes en faisant du ski. Ina et Hitomi, ainsi que deux amis, devaient ramasser de la neige pour construire un abri pour survivre. Ina se sentait mal seulement parce qu'ils étaient perdus sans nourriture. Anju voulait que tous les trois limitent leur consommation d'énergie. Ina demanda ce qui se passerait s'ils n'étaient pas retrouvés, et la réponse était certainement la mort. Elle se rendit alors soudainement aux toilettes. Les trois amis attendirent longtemps et ne virent pas Ina revenir, alors ils étaient inquiets, mais juste au moment où ils le mentionnaient, elle revint. Elle dit qu'elle avait trouvé une lumière, alors tous les trois coururent pour voir mais ne trouvèrent rien. Ina décida de ne pas les laisser derrière elle, alors elle voulait qu'ils cachent le fait qu'elle avait des pouvoirs. Tout le monde pensait qu'elle avait trop faim et qu'elle hallucinait, alors elle sortit. Les trois la poursuivirent et la virent voler, et ils pensaient toujours qu'ils voyaient des choses, mais elle fit aussi voler Hitomi,
Alors tout le monde y crut. Cependant, maintenant Ina ne pouvait plus utiliser son pouvoir parce qu'elle avait trop faim. Elle se réveilla le lendemain matin et ne pouvait toujours pas utiliser son pouvoir. Alors Hitomi la conduisit là où se trouvaient les deux amis et ferma les yeux. Ils avaient préparé un festin imaginaire pour Ina et utilisé de la neige pour faire des rouleaux de riz. Elle savait très bien que c'était de la neige et ne pouvait rien changer. Hitomi dut essayer de faire semblant, mais Ina voulait qu'il s'arrête et dit qu'elle essaierait d'utiliser son pouvoir. Mais juste à ce moment-là, l'hélicoptère de sauvetage trouva le groupe. Ils virent que le groupe avait fait une assiette de rouleaux de riz avec de la neige au milieu de la forêt. Mais ils les ont juste secourus en premier. À l'hôpital, Ina s'est plainte à Nida qu'elle voulait manger de la vraie nourriture, pas de la fausse nourriture faite de neige. La vie de Nida et des autres a continué comme d'habitude après cela. Quelques années plus tard, nous rencontrons à nouveau le gars blond du groupe que Ina avait rejoint une fois. Il était allé en Chine et avait rencontré Mal là-bas. Vous vous souvenez de la fille qui a été abandonnée sur une île déserte. Ici, Mao était en Chine et pratiquait des performances de Qigong pour un temple Shaolin. Le gars blond était venu la rencontrer dans l'espoir d'apprendre ce Qigong pour le répéter chez lui, mais il a été emmené par un moine. Mao est ensuite retourné dans sa chambre et a continué à parler avec deux amis. Mais cette fois, ils étaient en bois. Elle se souvenait de l'époque où elle avait dérivé vers un pays pauvre et avait pris un bateau pour venir ici. Le moine a vu qu'elle semblait connaître le japonais et il y avait aussi ce gars blond japonais. Il devait donc surveiller et ne laisser aller Mao nulle part, car elle était la source de revenus du temple. Mao alla ensuite manger et rencontra par hasard le blond à nouveau. Il voulait apprendre son Qigong pour servir le groupe car il avait promis à Ina. En entendant parler d'Ina, elle montra au blond si cela ressemblait à cette marionnette. Et il admit que c'était correct, lui faisant sentir qu'elle avait un indice pour retrouver son ami. Mais les moines ne la laissaient pas partir. Elle dut s'enfuir avec le blond et fut poursuivie par les moines. Elle utilisa du faux kung-fu pour les vaincre, mais des renforts arrivèrent. Elle dut alors leur jeter le blond, mais sans le blesser. Le maître vint alors lui demander ce qu'elle voulait faire, et elle dit qu'elle voulait aller au Japon. Elle avait aidé cet endroit à gagner de l'argent, donc cela pouvait être considéré comme ayant remboursé sa dette pour qu'il l'ait accueillie. Il voulait qu'elle réussisse le test final avant de la laisser partir. Elle a dû affronter une machine qui tournait à des vitesses extrêmement élevées, capable même de broyer des pierres. Elle a donc accepté le défi et a arrêté 2 barres de métal avant qu'elle ne touche ses mains et ses pieds. Elle a lancé un coup de paume pour détruire la machine et a été autorisée à se rendre au Japon. Elle a ensuite pu signaler à Kei qu'elle avait perdu la sphère et qu'elle était sur le point de rencontrer à nouveau Ina et Anju. Et le film se termine ici.